Donc, Thomas Mulcair est avocat, commentateur politique. Sa carrière au sein de la fonction publique s'étend sur 40 ans. Élu député fédéral du nouveau Parti démocratique en 2007, il a marqué l'histoire en devenant le premier néo-démocrate élu lors d'une élection générale au Québec, avant de prendre les rênes du parti en 2012. Il avait auparavant exercé 3 mandats à l'Assemblée nationale du Québec et occupé le poste de ministre de l'Environnement dans le gouvernement libéral de Jean Charest. Plus tôt dans sa carrière, il a été directeur des affaires juridiques chez Alliance Québec, où il a contribué à la modification de la Charte de la langue française. Il a également travaillé comme avocat à la direction des affaires législatives du ministère de la Justice du Québec, au Conseil de la langue française, ainsi qu'en pratique privée pendant 10 ans. Il a supervisé la révision de la version française des lois du Manitoba à la suite des décisions de la Cour suprême. Il a enseigné à l'Université de Montréal, à Concordia, à l'UQTR et au Cégep Champlain-Saint-Laurent. Il est chercheur associé au Cerium et chercheur principal au Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne. He is also my father-in-law, my late father-in-law, Alan Meek from Ontario, favorite Quebec politician. So, Alan, we see you. So, il va nous présenter, Thomas, aujourd'hui, une présentation qui s'intitule L'article 23 de la Charte canadienne, rédaction, interprétation, application. Et il y aura, semble-t-il, une période là, assez large de questions et réponses avec notre conférencier d'invité. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, c'est très bien. Moi, je vais commencer avec des remerciements. Je suis sincèrement honoré d'avoir été invité ici aujourd'hui, mais j'ajouterais qu'au cours des 40 dernières années, j'ai participé et assisté à de nombreux, voire innombrables conférences sur ces sujets linguistiques, mais je n'ai jamais pris un bain d'expertise et d'expérience comme j'ai eu droit ce matin. C'était extraordinaire. Donc, Lorraine Donald, toute l'équipe du QSCREN, merci, félicitations. C'est super important que l'on commence à bâtir aussi profondément notre compréhension de ce qui se passe du côté juridique, linguistique et politique. Bravo et merci. Je vais commencer en disant l'évidence. Que si le fait que les nouveaux arrivants doivent apprendre le français d'abord et avant tout n'est pas plus mis en question, the devil is in the details. Alors, regardons un petit peu ensemble ces détails. Vous savez, notre rencontre ici aujourd'hui à l'École de technologie supérieure, l'ETS, est pour moi un élément de rappel des difficultés de ces grandes questions-là. Je vais partager avec vous une partie de son histoire de l'ETS. Et pour moi, il sera toujours le défi d'arrimer une bonne idée politique et d'administration publique avec les sentiments et les perceptions. Vous êtes en train de me dévancer si vous dites déjà on ne peut pas être émotif et rationnel en même temps. Lorsque j'ai été nommé président de l'Office des professions du Québec en 1987, pas pour rien qu'il y ait une barre blanche, un des dossiers les plus difficiles fut l'intégration des diplômés de l'École de technologie supérieure à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Une première tentative par le Parti québécois de forcer
l'équivalence de diplôme en le décrétant, c'est soldé par un échec. Les libéraux de Bourassa, de retour au pouvoir, voulaient une solution, mais avaient compris qu'il était nécessaire de bâtir un consensus. C'est pour ça que j'adore les statistiques comme ça, où on voit que les gens ont des perceptions, mais pas tout le monde est capable de suivre dans les détails. Donc, à l'époque, le système des cégeps était relativement nouveau. Et ça avait créé des cours de diplômés, des cours professionnels, donc des cours de 3 ans en différentes technologies. Mais ceux-ci, peu importe leur niveau de compétences comme étudiants, ils étaient bloqués à la porte des facultés d'ingénierie avec ce délai 3 ans. Ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, le TS, les diplômés de l'École de technologie supérieure, donc ils les accueillaient, étaient déjà au niveau des ingénieurs, mais avec un parcours différent. Il a fallu bâtir des passerelles de reconnaissance et depuis, les diplômés de l'ETS peuvent accéder à la profession d'ingénieur. Bon, il y en a qui me devancent peut-être aussi en remarquant mon utilisation du mot passerelle qui revient un peu dans la jurisprudence. Dans Nguyen. Mais ce que j'ai retenu, c'est la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'un dossier hautement émotif où les ingénieurs s'étaient braqués ou barricadés a trouvé une solution en mettant des gens de bonne foi autour d'une même table et en construisant, comment approprier les ingénieurs, en construisant ensemble. J'évoque cette partie de notre histoire, non seulement parce que nous sommes ici à l'ETS, j'en parle parce que toute mon expérience politique et administrative depuis maintenant plus de 45 ans m'a convaincu que des solutions sont toujours possibles si on met des gens de bonne foi autour d'une table pour les trouver ensemble. Là où ça se gâte, malheureusement, c'est lorsque les intérêts politiques et partisans s'en mêlent. Je propose donc de regarder avec vous quelques jalons de ce long parcours qui a mené à de confrontation à consensus général en matière de langue d'instruction au Québec. Ne soyez pas étonnés d'apprendre qu'à mon point de vue, ce dossier manque d'émotifs par moment, a aussi souffert lorsque la politique partisane cherchait à s'inspirer et s'imposer là-dessus, donc avec une analyse, au lieu d'une analyse critique et objective des faits. À travers le tout, j'ai aussi été à même de constater que lorsque ça se politise, on oublie qu'il s'agit de parents, d'enfants, et oui, souvent, d'identité. Si aujourd'hui je peux plaider pour garder séparée l'administration publique et la politique dans ce dossier, c'est que j'ai fait les deux dans ma carrière, c'est-à-dire la politique et l'administration. Et j'ai fait les deux pendant assez longtemps pour comprendre la différence. Et la politique, il y en a eu. De la crise de Saint-Léonard à la loi 63 de l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand, qui a mené à sa défaite par Robert Bourassa. Lors de mon séjour à la direction des affaires juridiques du Conseil de la langue française Québec, j'ai pu côtoyer certaines figures de proue du mouvement d'intégration scolaire de la Commission scolaire de Saint-Léonard. Leur bataille était vraiment devenue une bataille et le reflet d'un désir profond de s'assurer que la primauté et la pérennité du français soient toujours là. C'était la ligne de front de la bataille de Saint-Léonard
dont on parle dans une fête récente. Non seulement j'ai pu rencontrer les protagonistes de ce côté-là, c'est marrant, mais dans ma vie personnelle, j'ai une amie qui s'appelle Maro Baronnier, dont le papa, Mario Baronnier, est une des personnes dont on a parlé beaucoup dans ce même film. Lui, il m'a expliqué du point de vue humain ce que ça représentait pour lui et sa famille. Et c'était très douce. La situation était si tendue. Mais comme je dis, j'ai eu la chance de connaître les gens de leur côté et l'histoire se termine bien, mais non sans soubresaut. Les libéraux de Robert Bourassa ont rapidement remplacé l'Union nationale, puis disparaîtra de l'échiquier politique peu de temps après. La loi 22 de Robert Bourassa a reconnu le français comme seule langue officielle du Québec, un changement remarquable à l'époque, qui est souvent, on fait souvent l'erreur de ne pas reconnaître que c'est cette loi-là qui était la première à faire cette déclaration-là. Mais c'est encore une fois au niveau de l'accès à l'école anglaise que la loi 22 a connu un échec retentissant. Pour avoir accès à l'école anglaise, il fallait que les enfants d'âge préscolaire couvrent leur connaissance de la langue de Shakespeare. Les images à la télévision d'enfants, de petits-enfants, en pleurs, ont scellé le sort de la loi 22 et mené, entre autres, à l'élection du Parti québécois en 1976. Un an plus tard, la loi 101, Charte de la langue française, fut adoptée par l'Assemblée nationale. Elle contenait des dispositions catégoriques sur l'accès à l'école anglaise. La clause Québec était née. Si les règles étaient claires, il fallait quand même les appliquer. La Charte a créé ce qui s'appelait à l'époque une commission d'appel sur la langue d'enseignement. I've got to tell you, I'm the Forrest Gump of language laws in Canada. I've been to all these places and done all these things. So, j'ai siégé pendant 2 ans à la commission d'appel sur la langue d'enseignement. Après, des années après, ça aurait été aux affaires juridiques au Conseil de la langue française. Et je peux partager que les cas limites étaient parfois bouleversants. Et je regarde mon ami et collègue Julius Gray, parce que Julius et moi, ensemble, toujours à titre bénévole, avons pris de très nombreux cas à bras le corps de parents qui étaient refusés, se voyaient refuser le droit d'envoyer les enfants à l'école anglaise. Et je vais le répéter tantôt, mais ça, pour moi, ça a toujours prouvé qu'on oubliait l'importance de la bonne première décision. Et il y a tout ça d'un point de vue gouvernemental. La jurisprudence, qui va souvent être critiquée comme étant des brèches dans le passé, n'a jamais eu lieu s'il y avait eu une bonne première décision. Parce que ces causes-là finissaient par se trouver un moyen d'être devant les tribunaux, et même, comme on a vu ce matin, jusqu'à la Cour suprême. Donc, c'est une chose d'écrire une disposition catégorique, c'est tout autre de l'appliquer de manière étanche à des cas réels qui sont tout sauf étanches dans les catégories. Ça, c'est des cas réels, des réelles familles. Et je peux vous dire, ça reste. Parce qu'on est en train de prendre des décisions avec les gens. C'est là où une approche humaine est nécessaire, autant du côté administratif que du côté de la justice. Il y a eu de la résistance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais un groupe d'enseignants des écoles catholiques de femmes, c'est là où je ne suis pas nécessairement d'accord avec vous, avec le fait d'approcher
des écoles protestantes avec la communauté anglophone, because I'm an English Catholic and there was a whole bunch of us. Les écoles catholiques anglophones, avec l'aide de leurs syndicats, ont même créé tout un système d'écoles illégales. Claude Ryan, devenu ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans la nouvelle mouture du gouvernement Bourassa, a sagement réglé le problème dès le retour des libéraux en 1985. Mais encore une fois, pour moi, ça illustre à quel point ça prenait du doigté pour naviguer ces eaux tellement doux. En clair, il a donné absolution aux enfants qui étaient reconnus dans leur droit de construire et pour leurs enfants, mais il a fermé à double tour avec des peines invraisemblables toute personne qui aurait la velléité de s'y essayer à nouveau. Toute une série de cas sont présentés devant nous à la commission d'appel sur la langue d'enseignement et concernaient justement les fameuses écoles bilingues qui avaient été créées à Saint-Léon pour essayer de donner une réponse à cette crise. Donc, en réponse à la crise, on crée des écoles bilingues, puis des années plus tard, les enfants devenus parents veulent inscrire leurs propres parents en vertu des nouvelles règles de la loi Sœur, mais il fallait regarder si c'était, parce qu'au début, il y avait des dispositions transitoires, si c'était la majeure partie. C'était des cas très difficiles à réconcilier avec la Charte et avec la réalité des différences de chaque cas familial. Mr. Thompson, I was already talking with our colleague from Bishop's about his paper. I have to tell you that the three of us who were sitting in the back row together when you talked about the first official language as learned and spoken as the criteria, all three of us had kids who considered themselves Anglophones, but none of them learned English first because for different reasons, we all taught them French first. So it's not that easy, but, and I know you never said that it was, but it really is. It's the reflection of the complexity of the file, that there's always that many individual cases. And when you're brought in to decide them, it's really tough. That's why it's so different between having a rule and having it applied. And we'll get to some of the details of those cases now. Bref, encore une fois, the devil was in the details. Et ce plus important détail dorénavant était la Charte canadienne. L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à son article 23.1b aux citoyens canadiens le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue de leur propre instruction. Ça a déjà été dit, mais je note au passage que 23.1a sur le critère de la langue maternelle n'est pas en vigueur au Québec, n'ayant jamais été proclamé. Donc, ce n'est pas une décision de l'Assemblée nationale, ce n'est pas une décision du Conseil des ministres de l'exécutif, c'est une proclamation. Donc, à mon point de vue, donc, aucun gouvernement ici, jamais, depuis l'histoire, l'adoption de la Charte, ne l'a proclamé. Et puisque ce critère-là aurait été le critère de la loi 22, et je vous ai déjà donné mon opinion là-dessus, amener des enfants, prouver dans quelle langue ils ont d'abord été, qu'est-ce qu'on leur a comme langue maternelle apprenue. Si c'est déjà difficile d'appliquer 23.1b, bonne chance d'appliquer 23.1a. Je renvoie à mon exemple de la dernière rangée ici aujourd'hui. Personnellement, c'est une opinion, c'est une opinion personnelle. Moi, je préfère que 23.1a reste là. Et qu'on ait des choses quand même applicables. Parce que commencer à avoir des tests de langue pour les enfants, des trucs comme ça, c'est horrible. Donc, une fois que les deux étaient là, la Charte française et la Charte canadienne, un affrontement juridique et politique inéluctable s'annonçait désormais entre justement cette clause Québec de la 61 et la clause Canada de la Charte. Et cette confrontation a eu lieu devant le redoutable Jules Deschênes de la Cour supérieure du Québec. J'y étais. Julius y était aussi. Personne n'accusera jamais le juge Deschênes d'être au sol
de la minorité anglophone. Mais sa décision était cinglante. Le Québec avait plaidé que les droits collectifs devaient primer sur les droits individuels. Voici le propos de Jules Deschênes là-dessus. Je cite. L'argument du Québec fait état d'une conception totalitaire, totalitaire de la société à laquelle la Cour ne saurait se rallier. La personne humaine est la plus grande valeur que nous connaissons et rien ne doit concourir à diminuer le respect qui lui est dû. D'autres sociétés placent la collectivité au-dessus de l'individu. Les emplois le rouleau compresseur du kolkhoz. You have to get up on your Cold War readings to understand that, and those were the collective farms in the Soviet Union. Les emplois le rouleau compresseur du kolkhoz et une voie de mérite que dans le résultat collectif et blanc dans les temps. Michel Clourde, qui était notre président au Conseil de la langue française, à l'époque où j'étais là, c'est une décision qui est sortie, j'y étais encore, et d'autres n'ont vraiment pas supporté cette référence, totalitarisme et cette implication à l'égard du Québec. Pas pour justifier, parce que le langage était effectivement un peu excessif, mais il faut quand même comprendre que le contexte est en 1982 pour l'audience. Donc, la charte arrive, la contestation était ouverte. Et je note en passant, ça vaut vraiment la peine de le mentionner, que le gouvernement fédéral était là, front and center, avec ses avocats et les avocats de pratique privée pour défendre la charte canadienne. Quelle différence avec la situation actuelle, où le gouvernement Trudeau s'est caché autant que faire se peut de toute responsabilité devant les tribunaux. C'est caché. Et par exemple, la contestation de la loi 21 a pris des méandres invraisemblables pour pouvoir éventuellement se rendre à la Cour suprême, tandis qu'il y avait une seule personne au Canada l'envoyer direct à la Cour suprême, et il s'appelait Justin Trudeau. Parce que c'était le premier ministre, c'était une décision du Conseil des ministres de faire un renvoi direct devant la Cour suprême. Faire ma parenthèse, mais je n'arrête pas d'y penser pour autant. Donc, comme je mentionnais, la cause du Québec n'avait pas été aidée par le mandat donné à notre excellent démographe au Conseil de la langue française. Puis, ce que je vais mentionner sur les faits. Et là, vous êtes dans une instance de la FAS, on a des chercheurs émérites, tout ça dans la mesure du possible, parce que c'est difficile de s'entendre sur les faits, n'est-ce pas, M. Dawson? Mais ceci étant dit, si on n'est pas capable d'avoir des faits mesurés sur lesquels on peut s'entendre, on ne peut même pas en discuter. Et donc, quand il y en a qui s'aventurent à mettre des choses devant les tribunaux, tiennent pas la route d'aucune manière, on ne sait pas. Nous, on avait effectivement un excellent démographe au Conseil de la langue française, vraiment quelqu'un de très solide. Mais j'étais là. Et j'ai vu le mandat qui lui a été donné, c'était de dire que les écoles anglophones, notamment la Commission des écoles protestantes de Grand Montréal à l'époque, n'avaient pas subi de réelle diminution de leur effectif avec la loi 1. Il suffisait de regarder des chiffres pour voir que ça ne tenait pas la route. Mais c'était une partie du mandat qui lui était donné, outre le fait qu'il fallait que les avocats, qui on avait travaillé pour le préparer, étaient obligés de plaider des droits collectifs. Je peux vous dire que le juge Deschênes n'a pas été tendre avec cet expert pour son témoignage. Je me souviendrai toujours de l'avocat du gouvernement fédéral. Il a cuisiné en tant qu'expert. Et comme je dis, c'est un ami. Je suis persuadé qu'il n'a pas dormi des semaines après, parce que c'était vraiment très rude.
parce qu'ils l'ont passé au déchiqueteur. Donc, les gens qui s'amusent à faire de la politique avec ces questions-là, qui font des affirmations gratuites, parfois basées sur une parcelle d'information, se rendent pas compte que, à la lumière du jour, devant un juge ou une juge, pour regarder ces questions-là, c'est là où ça commence à être réel. Et encore une fois, le défaut, la décision de se battre dans beaucoup de ces causes-là a nui plus longtemps à la cause du gouvernement du Québec d'avoir des politiques linguistiques. Parce que c'est souvent basé sur des suppositions ou des choses très à peu près. Regardons trois choses différentes. Parce qu'on en a parlé beaucoup ce matin. La décision dans McGill Concordia se ressemble à s'y méprendre à ce que je viens de vous décrire dans la cause devant Jules Deschênes pour la clause Canada versus la clause Québec. Si vous n'avez pas eu le temps, je pense que aux alentours des pages 37 dans ces ouvrages, le juge dans McGill Concordia prend la peine de reprendre page après page de l'interrogatoire de l'expert du ministère de l'Éducation pour conclure que la décision, soi-disant de protection du français, les discours habituels du gouvernement du Québec, était soutenue par aucune preuve, aucun fait. Et c'est ça qui est arrivé à mon collègue, mon ami et collègue à l'époque, le démographe du Conseil de la langue française. C'est tellement facile d'être en vase clos et de dire on va aller plaider les droits collectifs. On va leur dire qu'on entend trop d'anglais dans la rue. Pense à ça une seconde. Je blaguais avec un collègue de Saskatchewan tantôt qui me disait que sa mère trouve ça sourit quand elle lui dit que maintenant je fais partie d'une minorité. C'est vrai que ça prend une certaine témérité pour un homme blanc avec une barbe blanche de prétendre vivre la situation minoritaire. Mais la réalité est que quelqu'un qui se résout d'enlever tes droits doit avoir, au moins au terme de l'article 1, la capacité de démontrer que c'est une limitation raisonnable. On peut prouver dans le cadre d'une société libre et démocratique, et ainsi de suite. Mais il n'y avait rien de tout ça, ni dans Concordia Legal. Et puis, j'ai entendu, je pense que c'est M. Thompson, quelqu'un a décrit la décision récente dans les commissions scolaires anglophones du Québec comme étant un crash course sur l'article 23. Je peux vous dire que si le droit administratif vous intéresse, cette décision dans McGill Concordia, ça c'est un crash course en droit administratif. Judicial Review of Administrative Actions, ce dans quoi Julius a toujours été un des plus grands experts au Canada. Ça, c'est ce qu'on voit là. Parce que c'est sur le critère de raisonnabilité, puis le juge conclut, mais it's hot air. C'est basé sur rien, votre truc. Mais ça serait capable. Le français est en danger à Montréal. L'année dernière, pour 2 ans, j'étais invité à la place. Les gens avaient commencé à décortiquer les chiffres du plus récent recensement en disant 95% des gens dans la région de Grand Montréal peuvent tenir une conversation en français. Quand moi, je reçois, après que je fais des interventions parfois à la télé en français, j'ai des gens qui me mettent au défi, m'écrivent des bêtises. Ouais, on ne peut pas se faire servir en français à Montréal. Moi, je réponds toujours la même chose. Toujours la même chose. J'écris poliment. Je dis, on va faire un tour, vous et moi. Vous invitez. C'est moi qui paie le taxi et c'est vous qui décidez du parc. On va faire les quartiers de Montréal, on va s'arrêter devant les boutiques ou les restaurants que vous voulez, et on va descendre tous les deux, et on va aller là-dedans, voir si on est capable de se faire servir en français. Vous savez combien ont accepté jusqu'à là? Ça, c'est une statistique que je peux affirmer. 0. C'est pas à accepter ma gentille invitation de leur payer un taxi pour aller visiter Montréal, où il est un fait avéré. On ne peut plus se faire servir en français, tellement le français est en arme. Tu viens toujours de cette politicienne au fédéral, Mme Lamropoulos, qui a dit, mais vous savez, cette question-là, elle a été vilipendée par Mélanie Joly. Ça, c'est
C'est évident. Non, c'est pour ça qu'il y a plein d'experts qui regardent ces questions-là. Puis, si ça ne se discute pas, ça donne des résultats comme Miguel Concordia, où de l'à peu près devient des faits avérés dans la tête des fonctionnaires qui ont écouté ça ou rédigé ça. À la lumière du jour, devant un juge, de notre Pierre de Roche. Donc, les deux chartes, celle de la langue française et celle des droits et libertés du Canada, continuent de vivre côte à côte et leur application est parfois effectivement difficile, d'où, comme je le mentionnais tantôt, l'importance d'une bonne première décision. Ça, c'est crucial. La question de l'interprétation à donner à 23.3b est un bon exemple. Le droit des commissions scolaires de la communauté québécoise d'expression anglaise, donc le droit de cette communauté de contrôler et gérer ses propres commissions scolaires, a tout récemment, on a passé ça superbement plus ce matin, récemment été réaffirmé par la Cour d'appel. Décision limpide, claire comme nos roches. Et j'ai failli dire comme expression sans appel, mais évidemment, le gouvernement du Québec a droit à un appel, mais corrigez-moi si j'ai tort, mais je ne pense pas que le gouvernement du Québec a encore, même si ça fait quelques semaines, le gouvernement du Québec n'a pas encore annoncé qu'il va le voter. Ça fait 30 jours. Oui. Donc, il reste. Ça fait 30 jours, ils ont encore un autre 30 jours. Je regardais un œil là-dessus. Parce que mais pas dans le sens absolu, dans le sens relatif, c'est-à-dire que pas convaincu. Il n'y en a pas au moins un dans la gang de l'équipe juridique. Moi, du Québec, c'est boss. À chaque fois qu'on va avec nos affaires, on se fait planter. Parce que la Cour insiste de regarder les faits. Si on n'en a pas beaucoup de notre côté, il y en a qui disent, mais non, politique et droit, c'est bon. Si on se fait planter, ça nous donne encore de quoi se lamenter. C'est bon, ça. Ça, restant avec le sens premier de lamenter, il y a de quoi pleurer quand on sait que c'est justement le but de certaines personnes. Mais parlant de bonne foi, ne serait-il pas une marque de bonne foi envers la communauté québécoise d'expression anglaise pour le gouvernement de la CAQ? Tout ce qu'ils ont fait dans ces deux cas, parce que, je vais vous dire, la décision de Miguel Concordia, là, patin. Ceux qui veulent aller en cour d'appel avec ça, qu'ils y aillent. Il faut dire que la cour d'appel, ça dépend de quel jour de la semaine, parce que dans la partie de la décision de la loi 21 concernant les commissions scolaires anglophones, c'est très difficile de le réconcilier avec la décision récente sur la loi, sur le projet de loi 40. Mais tout de même, je me demande s'il n'y a pas une réflexion qui commence. Je sais, c'est essayer de lire des cartes de tarot, mais est-ce qu'il y a peut-être des gens qui commencent à se réveiller à l'intérieur du gouvernement en disant ce qu'on se raconte entre nous, là, pour essayer de garder les nationalistes dans le bord et essayer de lever un coude sur le Parti québécois, peut-être pas brillant d'amener toujours ça systématiquement en appel devant les tribunaux. Mais il y a un truc qui existe au Québec en ce moment qui me préoccupe aussi, c'est la tendance d'attaquer les gens qui osent aller devant les tribunaux pour défendre le droit. Un des grands centrales syndicales d'enseignants a décidé de défendre le droit de leurs membres de porter le hijab, notamment. Ils sont attaqués, là, par le ministre, par des ministres. Ils sont attaqués par des ministres du gouvernement d'Acac directement d'avoir le culot de prendre l'argent de leurs membres, comme si eux ne prenaient pas l'argent du contribuable, prendre l'argent de leurs membres pour aller défendre les droits de leurs membres. C'est ça, à ce moment-là. On est rendu dans quel état de droit où les ministres peuvent critiquer ouvertement le choix de défendre les droits de ses membres. C'est hallucinant. Donc, notre plus haut tribunal, suivant une lignée de jurisprudence qui protège les droits scolaires de la minorité francophone, au Canada, on a parlé beaucoup de Maïf, ça vaut la peine de mentionner. Quand j'étais le directeur des affaires juridiques à Alliance Québec, on avait pris une décision remarquée, pas toujours appuyée à l'époque, d'aller directement être intervenant dans les causes importantes pour les communautés francophones minoritaires au Canada anglais. On avait utilisé notamment Joseph Elliott Magnet, un éminent spécialiste constitutionnel de l'Université de Ottawa,
dans plusieurs causes, y compris la première cause de ACFO, qui s'appelait à l'époque Association canadienne-française de l'Ontario, qui a donné la première vraie décision qui est devenue Maé et la lignée de cause qui s'ensuit avec Maé. Donc, 23 protège autant les francophones hors Québec, par exemple, au Québec, oui, il y a une gradation selon la taille de la communauté, mais l'apothéose, l'ultime, c'est commission scolaire et évidemment, c'est ce à quoi nous s'attaque à la droit de la communauté québécoise d'expression anglaise. Donc, 23B, c'est l'assise de ça. Je vais partager avec vous une anecdote sur la rédaction et l'historique de 23.3B. J'ai eu l'occasion de l'écrire une fois. Gérard Bertrand, c'est des gens qui pratiquent à Ottawa qui connaissent le nom de Gérard Bertrand, c'est sur un des immeubles du ministère de la Justice. Il était l'éminent juriste responsable de la rédaction de la Charte canadienne. Et il est venu nous rencontrer au Conseil de la langue française lors de la préparation de la Charte. C'est mon ami et collègue et rédacteur de la loi 101, Michel Sparrer, disparu depuis quelques années, absolument formidable. Alors, on était en réunion les trois, et c'est lui qui a le mérite d'avoir suggéré la rédaction finale que l'on trouve. C'est bien du Conseil de la langue française, la rédaction finale de quelqu'un qui était au Conseil de la langue française. Dans la première mouture qui nous a été présentée, 23.3b parlait plutôt de l'école, la face. Le droit de faire instruire dans les écoles de la minorité était le sens de ce qui nous a été présenté. Michel Sparrer a persuadé Gérard Bertrand de parler plutôt d'établissement d'enseignement. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Plaidant, justement, et c'est avéré, que ces mots plus larges pourraient être interprétés un jour comme prouvant plus que le droit à des briques et du mortier. Ça, c'était une décision sage de rédaction qui a vraiment porté fruit pour l'ensemble de la communauté linguistique minoritaire au Canada. Regardons quelques-uns brièvement. On a fait un bon travail ce matin, mais je vais quand même revenir sur l'affaire Solsky. Julius a joué le rôle de temps. Dans cette cause-là, la Cour suprême, pour le dire en anglais, read down, donc a lu 73.2 de la Charte française de manière de lui faire parler d'une partie significative des études plutôt qu'une majeure partie. Décision humaine, dans ce cas précis, difficile d'application néanmoins. La décision de la Cour suprême aurait pu être évitée par une décision initiale plus nuancée. Et c'est pour ça que je garde quand même l'espoir qu'il y en a au gouvernement du Québec. C'est en ça. En 2009, dans Nguyen, la Cour suprême plonge carrément en pleine compétence provinciale en éducation. Citons un extrait. Oui. Les objectifs visés par le législateur québécois sont suffisamment importants et légitimes pour justifier l'atteinte aux droits garantis, mais les moyens choisis ne sont pas proportionnels aux objets recherchés. Et poursuivre, le refus de prendre en compte le parcours d'un enfant dans une école privée subventionnée, ce qui était imposé en 73.2, est total et sans nuance, et paraît excessif par rapport à la gravité du problème de l'accès quasi automatique aux écoles de la minorité linguistique par l'intermédiaire des écoles passerelles. Et voilà les écoles passerelles. Donc, Université McGill, on regarde le manque de preuves. Aucune. Par Cléchen et mon ami démographe, le gars, il se fait éviscérer. Nguyen, c'était intéressant parce que c'était un choix. Et Nguyen est problématique, longtemps, en termes constitutionnels. À mon humble avis, la
décision de la Cour suprême elle-même manque de nuances. Et pareil, Cécile, elle-même, vis-à-vis des enjeux. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui se souviennent de ça. Mais dans la foulée de Noël, il y a eu une résolution, une motion de la Chambre des communes adoptée à l'unanimité critiquant la décision de la Cour suprême dans Noël. Et c'était assez abrupt comme résolution critiquant la Cour suprême. Et ça disait, entre autres, entendu que les nouveaux arrivants au Québec vont reprendre le français de barrière à tout, besoin de la charte en français. Et c'était catégorique. Et je me souviens, j'ai dit, sous réserve, j'ai dit unanime, parce que j'y étais. Je sais que le NPD, le Bloc et les conservateurs ont voté pour, et je crois que les libéraux ont tous voté pour aussi. Peut-être à une ou deux exceptions, mais c'était, dans mon expérience, je ne connais aucun autre exemple d'une résolution de la Chambre des communes, parce que c'est quand même le législatif, en train de avouer le judiciaire. C'était très intéressant. Et c'est dire à quel point, parfois, ces décisions-là, même si le résultat peut être OK, c'était bon pour la famille dans ce cas-là, ce qui était fait. Mais ça ouvrait tellement que d'autres disaient, avec raison, je crois, c'était peut-être aller trop loin. Il y a et il y aura toujours la difficulté à adapter donc des règles statutaires à l'ensemble des cas individuels, humains, familiaux. C'est une évidence. Mais parfois, le Québec ne sait pas. Je vais vous donner un exemple. Plusieurs du côté des commissions scolaires doivent le connaître. Dès les premières audiences sur la loi 1 devenue la loi 101, des parents anglophones et souvent les parents les plus ouverts au fait français ont plaidé que s'ils choisissaient d'envoyer leurs enfants quand même à l'école française, que ces enfants ne perdraient pas le droit d'envoyer leurs propres enfants éventuellement à l'école anglaise. Ce droit a été inscrit clairement à la loi 101 dès son adoption en 1977. Les enfants en question étaient, et j'utilise le mot, étaient réputés. Alors, en termes juridiques, lorsque tu es réputé, tu crées la réalité juridique. Et réputé d'avoir reçu de renseignements en anglais. La nouvelle mouture a beaucoup de renvois internes, c'est moins clair, mais sur quoi les gens se sont basés, c'était ça. Au cours des années récentes, une interprétation plus restrictive s'était posée à l'interne. Je suis sûr que les gens sont au courant de ce qui s'est passé. Ce droit n'allait plus inclure la deuxième génération, puis on mettait une restriction sur l'âge pour recevoir le certificat d'admissibilité, ce qui n'a jamais été contemplé par la législation. Ni c'est purement mischief by the bureaucrats. Ce droit n'allait plus inclure donc la deuxième génération. Le mot s'est répandu vite à l'intérieur de la communauté. Les gens de la commission scolaire vont confirmer, parce que à l'intérieur de la communauté anglophone, et je peux vous dire que je connais personnellement de nombreux parents qui sont allés chercher leur certificat d'admissibilité pour pouvoir envoyer leurs enfants plutôt à l'école anglaise. Et j'en connais plusieurs que les commissions scolaires peuvent confirmer, qui ont carrément transféré leurs enfants à l'école anglaise pour ne pas perdre le droit qui leur avait été garanti par le Québec, par cette législation. C'est vraiment important de noter que ce droit plus large d'envoyer ses descendants à l'école anglaise, car présumé d'avoir fréquenté, est le propre de la loi 101. Il n'y a aucun droit équivalent constitutionnel au terme de l'article 23 de la Charte canadienne. Bien que, malgré les réserves que j'ai exprimées sur Nguyen, bien que Solsky et Nguyen, et la manière de s'y prendre dans Solsky et Nguyen, pourrait, à mon point de vue, semble éventuellement aider si contestation il y avait. C'est-à-dire une question de bonne foi de l'État et d'honneur
de l'État de garantir quelque chose. Déjà, la rédaction est moins claire qu'elle était en 77, mais si, avec ce qui était là, si quelqu'un le contestait, puis c'était mûr comme une contestation qu'on sait avec eux, si quelqu'un le contestait, je suis persuadé que la Cour suprême dirait un instant. Vous ne pouvez pas retirer une loi sur laquelle les familles se sont basées pour prendre des décisions aussi importantes que ça, en leur garantissant le droit que les enfants auront, préserveront ce droit. Claude Ryan utilisait souvent le mot zélote pour parler de ces mischievous bureaucrates. Il avait raison. Et ça, dans toute l'histoire des bientôt 50 ans d'historique de l'application de la loi 101, les confrontations étaient souvent le fruit de gens qui ambitionnaient leur application ou leur interprétation de la loi, qui elle-même visait surtout à asseoir la pérennité, primauté du français. Une interprétation large qui permet d'atteindre l'objectif. C'est ça que les lois d'interprétation aujourd'hui. Les règles d'interprétation ont ça comme finalité depuis toujours. Lorsque ça touche les êtres humains et les familles, c'est plus important que tout. Espérons que ceux et celles qui mélangent les questions politiques, juridiques et linguistiques allègrement vont commencer maintenant à en tenir compte. Merci.